Merci de nous rejoindre pour Décryptation Numéro d'info en République démocratique du Congo, où le régulateur des médias met fin à l'embargo contre l'ancien président Joseph Kabila et sa formation, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, avait interdit la semaine dernière aux médias de couvrir les activités de l'ancien président Joseph Kabila qui séjourne à Goma, ville dans l'est de la RDC, sous contrôle des rebelles du M23. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Initialement, quelles étaient les raisons on va dire, du blocus de l'embargo imposé à Kabila et son parti? En fait, la raison qui avait été donnée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication le 3 juin, quand ils ont décidé d'interdire aux médias de façon générale, et ils avaient précisé que ce soit les médias publics, les médias privés, les plateformes numériques, les réseaux sociaux, etc. Et c'était un avertissement où il y avait une sanction qui était là au cas où ça ne serait pas respecté pour 90 jours. C'était que les gens ne fassent pas passer des messages qui vont démoraliser les troupes ou qui ne servent pas de tribune, s'il faut l'appeler ainsi, pour des gens qui auront tendance à créer des problèmes pour la RDC par rapport à cette crise avec AFC, M23 en particulier. Mais dès que la décision avait été prise, certains avaient contesté en disant que mais on est en train de tout mélanger. Le journalisme, les gens l'oublient, mais c'est un métier de responsabilité. Le journaliste est un citoyen responsable. Il ne dit pas n'importe quoi. Il ne va pas faire du radio mille collines. Il ne va pas venir mettre de l'huile dans le feu pour mettre de l'huile dans le feu. Mais quand il y a de l'huile dans le feu, c'est un fait. Le journaliste dit qu'il y a de l'huile dans le feu. Et c'est ça le rôle du journaliste, c'est de rapporter des faits qui sont là, prouvés, vérifiables. Maintenant, c'est vrai qu'en situation de crise, toutes les parties s'attaquent aux journalistes. Pour ceux qui sont habitués aux gestions de crise, là, toutes les parties s'attaquent aux journalistes. Parce que quand vous dites un fait qui est favorable au pouvoir, l'opposition dit qu'on l'a acheté, il est corrompu, etc. Quand vous dites un fait qui est favorable à l'opposition, on t'accuse de faire de la politique au lieu de faire du journalisme tout simplement. Et ça fait que, comme on le dit, le journalisme, tout comme la communication en période de crise, devient une affaire extrêmement sensible. Mais même en période de crise, on a appris à faire du journalisme, qu'on laisse les journalistes de la RDC faire leur travail. Et justement, quelles ont été les principales réactions des médias, ou même de la société civile à la sortie donc, de ces sanctions? Comme d'habitude, quand il s'agit des médias, quand vous voulez empêcher à des gens de faire leur travail, la moindre réaction, c'est de condamner. Et de demander aux gens de faire la part des choses. Parce que cette façon également d'interdire de façon globale, c'est comme si personne n'est responsable, c'est comme si personne n'est capable de couvrir cette situation de guerre et de le faire avec responsabilité, puisqu'il n'y avait pas de distinguo. On avait dit interdiction catégorique, privée, publique, réseaux sociaux, etc. La deuxième chose, ça ne sert absolument à rien, parce que quand vous le dites, sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui ne sont pas journalistes, mais qui savent quand même filmer une séquence de 3 minutes et diffuser. Et c'est là où c'est plus dangereux. Puisqu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de déontologie. C'est des images qu'on prend et qu'on fait passer. Je donne un exemple. Vous avez un policier qui a fait un accident au Sénégal qui est décédé. On a fait passer l'image par les réseaux sociaux. Celle qu'il devait épouser dans 2 mois a appris sa mort directement, a fait une crise cardiaque et elle est morte. Ça, un journaliste ne se comporte pas de la sorte. Donc, dire aux journalistes ne faites pas le travail, c'est ouvrir la porte à d'autres qui ne sont pas des journalistes et qui ne respecteront pas les règles élémentaires qu'un journaliste doit respecter quand il faut couvrir. La société civile également a eu à se plaindre, puisque chez le journaliste, il veut qu'on le laisse faire son travail, mais au niveau de la société civile, on est en train de supprimer également le droit à l'information. Si Kabila est à Goma, mais quand vous prenez les critères de l'information, dans la situation actuelle de la RDC, si Kabila est à Goma, c'est une information majeure. Les journalistes doivent dire que Kabila est à Goma.
Aujourd'hui même, le journaliste qui a l'occasion, la première chose qu'il doit faire, c'est d'interroger Kabila pour qu'il dise clairement qu'est-ce qu'il veut. Parce que même jusqu'à présent, Kabila est dans le flou. Qu'on lui pose la question clairement, est-ce que Kabila, tu es avec le M23 ou pas? Mais le journaliste qui va faire ce travail, vouloir dire qu'il est proche de Kabila, vouloir dire qu'il supporte Kabila, c'est ne pas savoir c'est quoi le journalisme. Mais finalement, là, c'est ça qui est revenu sur sa décision, transformant donc l'interdiction en recommandation. Qu'est-ce qui a motivé ce changement? Il y a eu toutes ces réactions qui ont fait que finalement, on s'est rendu compte que bon, on est en train de vouloir mettre les journalistes dans une gestion politique d'une crise. Nous ne sommes pas des politiques. Nous ne sommes pas des activistes. Nous sommes des journalistes. Ce qui nous intéresse, c'est des faits. Et on a été formés pour savoir parler des faits avec responsabilité. Donc, on laisse les journalistes faire le travail. Les gens se sont plaints et finalement, ils se sont rendus compte effectivement que la décision a été précipitée. Et bon, on n'avait laissé aucune marge. Parce qu'on n'avait dit ni le parti, ni Kabila lui-même, ni pratiquement les événements qui se passent là-bas. Donc, il y a la guerre à l'est de la RDC. Tout le monde est déjà au courant. Mais vous dites qu'on va faire blackout sur l'information. Mais c'est l'autre information qui va passer. Et l'autre information, souvent, c'est de la propagande. Ce n'est pas de l'information. C'est de l'opinion. C'est quelqu'un qui donne son avis. Justement, ce n'est pas en quoi de l'information. cette décision reflétait la politique de la liberté de la presse en République démocratique du Congo? Pas exactement, parce que une des choses qui a fait reculer également comment on l'appelle encore, l'organisme de régulation, le Conseil supérieur, c'est le fait que les gens leur ont dit, mais attendez, votre rôle, c'est de faire de la régulation de médias. Pas de prendre la place du pouvoir, pas d'être une sorte de porte-parole ou de bras armés du pouvoir pour empêcher aux journalistes de faire leur travail. Et ça a créé un débat à l'intérieur où les gens ont reconnu également, effectivement que d'abord, il faut qu'il y ait de quoi interdire. Parce qu'en fait, quand on dit on interdit, qu'est-ce que les journalistes ont fait qu'on peut considérer comme une faute, qu'on peut considérer comme une campagne qui encourage le M23, qu'on peut considérer comme un message qui est là en train de démobiliser les militaires, puisque c'est de ça qu'on parle. Qu'on nous montre le journal, le reportage, l'article qui a été fait, on ne l'a pas montré. Et quand le débat a été posé, effectivement, il y avait un problème parce que finalement, on est allé très vite en besogne, comme on dit. On n'avait pas encore attrapé le voleur et il a déjà été condamné. Justement, et quelles sont selon vous les limites ou les risques liés à la transformation de l'embargo en recommandation, notamment en termes de respect par les médias? Pour moi, la recommandation est normale. Et c'est ça le rôle d'un organe de régulation. Quand on fait du journalisme en temps de paix, cet organe doit de temps en temps rappeler aux journalistes les règles du journalisme. C'est ça la régulation. Faire même des formations de renforcement de capacité pour que les gens restent dans le journalisme. À plus forte raison quand on est en temps de guerre, parce que la RDC est en guerre. En ce moment, il est tout à fait normal, comme ça se fait à l'approche des périodes électorales, qu'on rappelle aux journalistes le rôle. Vous n'avez pas à appartenir à X ou Y camp, traiter l'information comme des journalistes. Ici, en période de crise, mais il aurait fallu renforcer la capacité des journalistes pour qu'ils sachent qu'attendez, il y a la guerre. Quand il y a guerre, on peut effectivement couvrir la guerre, mais il y a des spécialistes en la matière, ce qu'on appelle des reporters de guerre, mais il y a des méthodes, il y a des règles. Si les gens ne les ont pas suffisamment acquises, ces méthodes, c'est le moment de renforcer les capacités des journalistes et effectivement d'alerter pour leur dire attention, ne mettez pas de l'huile sur le feu. Et comment le contexte sécuritaire à Goma influence-t-il la gestion de l'information, la liberté de la presse dans la région? En fait, le gros problème, c'est Kabila. Parce que quand vous regardez de façon générale, au niveau de la RDC, le M23 ne semble pas avoir un soutien, ni au niveau de la classe politique, ni au niveau de la société civile. De façon générale, les gens ont dénoncé, et depuis fort longtemps d'ailleurs, on reproche au président actuel Tshisekedi de ne l'avoir pas fait pendant son premier mandat, c'était sa promesse à l'investiture, de ne l'avoir pas fait également pendant ce deuxième mandat qui n'est pas encore terminé. Donc vous avez des populations qui veulent, comme on l'appelle partout, que l'on veille à l'intégrité du territoire, parce que les gens craignent que cette partie ne puisse se détacher de la RDC. Donc, sur cette partie, il n'y avait pas de problème en termes de couverture médiatique. Il n'y avait pas de gens qui proposaient que cette partie soit divisée, que ça sorte de la RDC ou pas. On a vu les populations marcher pour demander à Tshisekedi même de faire la guerre contre le Rwanda. Mais pourquoi pendant ce temps, on n'a pas dit aux journalistes de ne pas couvrir?
Pourtant, l'information était sensible quand on demande aux gens de faire la guerre entre deux pays africains. Mais on ne s'était pas plaint. Donc, il faut que les choses soient claires. La guerre était là. L'arrivée de Kabila au niveau de Goma a un peu mélangé le jeu dans cette affaire. Qu'on se rappelle que bien avant qu'il vienne à Goma, Kabila et Fayulu, Katumbi et d'autres opposants ont signé une déclaration commune en demandant qu'on mette au devant la médiation de l'Église catholique et de l'Église protestante, parce que cette médiation est plus à même de résoudre les problèmes de la RDC. Mais quand Kabila est sorti, Fayulu a commencé à changer de posture. Il a mis en garde Kabila, clairement, en lui disant que la trahison d'un peuple, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Vous l'avez vu, quelqu'un qui s'est opposé de façon frontale à Tshisekedi depuis son premier mandat, il a pris l'initiative d'aller rencontrer le président Tshisekedi. Moi, je salue cette initiative. Quand un pays est en guerre, je le dis tout le temps, il faut un sursaut national. Que les gens se mettent ensemble pour régler ce problème fondamental-là d'abord. Ensuite, on reviendra pour régler nos problèmes entre nous. Et sa démarche va même certainement mettre de l'huile dans la médiation au niveau des églises catholiques et protestantes, parce que le président avait refusé de les recevoir. Et il avait dit clairement que s'il voit le président, il va lui demander de recevoir cette médiation que lui, il considère comme étant la meilleure médiation pour la RDC. Et dans le contexte actuel, comment envisager, quelles mesures envisager pour assurer un équilibre entre liberté de la presse, responsabilité médiatique et sécurité nationale? C'est là où se trouve le nœud du problème. Pour moi, la liberté de la presse n'est pas négociable, quelle que soit la situation où on se trouve, parce que la liberté de la presse part avec la responsabilité. La presse fonctionne avec l'éthique et la déontologie. Ce n'est pas aux autres de venir apprendre aux journalistes comment ils doivent faire leur travail. S'ils ont été formés, ils savent comment faire leur travail, quelle que soit la situation. Maintenant, quand il y a ce qu'on appelle en journalisme des questions sensibles, généralement, la première chose qu'on fait, c'est que dans les rédactions, les gens s'asseyent pour discuter d'abord de ces questions. Quelle approche utiliser? Quels mots utiliser? Puisqu'on sait que la production d'un article dans ce genre de situation n'aura pas le même effet que la production du même article dans une autre situation. Donc il y a une veille déjà à l'interne où, quand il faut écrire, on fait ce travail de responsabilité au niveau de l'organe qui doit publier une information. Il arrive même régulièrement que les journalistes ne publient pas des informations. Ou bien en publiant une information, on a une vidéo, au lieu de montrer une vidéo, on montre une image fixe. Parce qu'en montrant la vidéo, ça peut créer des problèmes, ça peut heurter des sensibilités, etc. Mais ça veut dire que quand on est journaliste, quand on a été formé, on sait ce que veut dire la responsabilité. Et je crois qu'il faut que le Conseil supérieur de régulation appelle effectivement les médias à respecter cette responsabilité-là, mais qu'on ne les empêche pas de faire leur travail, parce que s'il n'y a pas la bonne information, c'est la mauvaise information qui va se répandre. Et comment le CSI entend-il surveiller ou accompagner la mise en œuvre de cette recommandation auprès des médias? Souvent, de plus en plus, dans des médias où il y a suffisamment de personnes, vous avez à l'intérieur ce qu'on appelle un médiateur. Les gens créent une sorte de police interne. J'allais dire, on fait un audit journalistique. Puisque c'est ça également le journal, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Ce n'est pas parce que quelqu'un a écrit, ce n'est pas parce que quelqu'un s'est prononcé à travers un média qu'on va dire, souvent c'est ce qu'on dit, c'est son opinion. Le droit de la communication ne dit pas ça. Le média qui a servi de canal de diffusion est considéré comme le coupable principal. Et l'individu qui y a participé est considéré comme le complice. Donc c'est pourquoi, dans un média, il doit y avoir quelqu'un qui est là pour veiller à ce qu'on fasse attention, parce que même un invité qui parle engage la responsabilité du média, parce que c'est le média qui diffuse l'information que cet invité est en train de véhiculer. Quand elle est fausse, vous êtes engagé. Quand c'est des accusations qui ne tiennent pas la route, quand c'est une diffamation, vous avez également votre part de responsabilité. Je crois que, comme j'ai dit, c'est des éléments que les gens apprennent à l'école quand ils font le journalisme, ou bien sur le tas quand on apprend le journalisme à l'intérieur d'un média. Le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est de rappeler aux journalistes cette responsabilité en ce moment où la RDC traverse une période difficile. Surtout qu'il y a des médiations.
Un cours, justement. Il faut faire en sorte qu'on aille dans le sens de faire réussir les médiations. Moi, je défends toujours qu'un mauvais accord vaut mieux qu'une guerre. Donc, il faut accompagner la RDC dans le cadre d'une sortie de crise, mais que ça n'amène pas les gens à dire nous ne sommes plus des journalistes, on se tait sur tous les faits, on ne dit plus rien, on va tuer le journalisme à ce moment. Merci, Mamadi Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.